Euh, Avant de commencer, en propos liminaire, quelques rappels sur les missions du SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation. Je me réfère à l'article D573 du Code de procédure pénale qui indique que le SPIP, avec la participation, et c'est important, le cas échéant des autres services de l'État, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires. Les SPIP interviennent donc dans ce qu'on appelle le service public pénitentiaire et conformément à la loi 2009, ils participent à l'exécution des décisions et sentences pénales, au maintien de la sécurité publique et doivent s'organiser de manière à lutter efficacement contre la récidive en favorisant la réinsertion des personnes. Vaste programme, dirait le procureur général, effectivement. 3 points, et j'en terminerai de ces propos liminaires, mais qui sont importants pour resituer la place des équipes du service pénitentiaire d'insertion et de probation en Polynésie de façon particulière. Le premier enjeu, c'est l'évaluation, le suivi, le contrôle des personnes. Je rappelle que depuis 2018, notre administration a mis en place un référentiel des pratiques opérationnelles, dit RPO dans notre jargon, et que le SPIP de Polynésie française, que je ne dirigeais pas à l'époque, mais en 2017 a été site pilote et a pu effectivement bénéficier d'un certain nombre de formations de ses personnels à l'évaluation notamment, et puis à l'animation de programmes collectifs. Ce premier point passé, le deuxième point, c'est l'aide à la décision judiciaire dans un souci d'individualisation. Et le troisième point, l'insertion des personnes placées sous main de justice. Dans ce schéma très général d'intervention du SPIP, il est important de repositionner le SPIP de Polynésie française, qui est atypique à beaucoup de niveaux. D'une part, il n'a pas été créé comme les autres SPIP métropolitains en 1999, mais par décret du 27 avril 2005. Il est un peu plus jeune. Il a commencé par une antenne mixte sur Papeete, qui a beaucoup grossi depuis, qui prend en charge les mesures sur Tahiti, Moorea, et qui auparavant prenait aussi en charge l'ensemble des mesures, milieu ouvert comme milieu fermé, sur les archipels. Depuis 2015, une antenne s'est ouverte à Raiatea, et depuis 2017, donc une antenne mixte à Raiatea, et depuis 2017, une antenne milieu fermé à Papeari. Donc depuis sa genèse en 2005, ce service s'est étoffé et effectivement s'est installé sur 3 points du territoire. Mais ça ne fait que 3 points de ce territoire qui est beaucoup plus étendu. On a coutume de dire que la Polynésie française est aussi grand que le territoire de l'Europe. Et effectivement, on s'y déplace beaucoup par avion et par bateau. Alors cette antenne mixte de Papeete, et c'est important pour comprendre aussi le fonctionnement des aménagements de peine et des alternatives à l'incarcération, elle prend en charge à la fois les personnes détenues de Nutania. On est effectivement sur maintenant environ 200 personnes. Là, c'est 210 si je ne m'abuse. Mais dès qu'on dépasse les 200, les personnes qui peuvent partir sur Papeari sont transférées sur Papeari, avec une équipe de 4 CPIP, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Près de 2126 personnes qui sont suivies sur le milieu ouvert. C'est beaucoup pour 21 CPIP. La norme vers laquelle on doit tendre, conformément au RPO et aux organigrammes de référence, c'est 60 personnes suivies par CPIP. Donc là, on est plutôt sur une centaine de personnes suivies en milieu ouvert. En milieu fermé à Nutania, alors qu'on a eu une époque où c'était effectivement plus compliqué, le nombre de personnes suivies est satisfaisant. Et sur Raiatea, on a connu une petite période complexe avec un seul CPIP, mais là, ils sont actuellement 3 et ça fait un ratio de 72 personnes suivies. Raiatea intervient sur l'ensemble des îles sous le vent, Bora Bora, Wainé, Taha et Raiatea. J'ai oublié Maupiti. Voilà. Donc ça veut dire aussi des déplacements, des personnels
sur les îles. Sur l'antenne de Rayatea, on a réussi à stabiliser sur un déplacement tous les 2 mois. Mais quid des autres îles? Les Marquises, notamment, on en a parlé, qui disposent d'un établissement pénitentiaire, mais pas d'une antenne du SPIP. Effectivement, 5 places théoriques, ça peut paraître assez faible. 2 ou 3, je ne sais plus les chiffres, personnes détenues, 3, j'avais regardé ce matin, à Taiohae. Mais néanmoins, ces personnes détenues, elles doivent être suivies par le SPIP, comme normalement le sont ceux qui sont détenus à Tahiti. Mais je détaillerai un petit peu plus tard et vous verrez que c'est une sacrée gageure. Une des mesures phares en matière d'alternatives et d'aménagement, d'alternatives à l'incarcération et d'aménagement des peines, c'est bien entendu la surveillance électronique. Là aussi, il est important que je vous décrive l'opérationnalité territoriale du dispositif. La surveillance électronique fonctionne sans trop de difficultés, et encore, sans trop de difficultés sur Tahiti et sur Moorea. Elle fonctionne également sur Rayatea, mais elle ne fonctionne pas dans les autres îles. Pourquoi? Parce que c'est une mesure qui est attachée à un fonctionnement du réseau GSM. C'est une mesure qui nécessite un certain nombre de prérequis au niveau de l'habitat. Il nous faut de l'électricité et non pas un branchement sur un compteur électrogène. Il nous faut une route pour pouvoir aller installer le dispositif. Et il faut éviter les demeures en toit de tôle qui font interférence au signal de la surveillance électronique. Bien évidemment, il faut aussi des personnels pénitentiaires, en l'occurrence des surveillants pénitentiaires qui sont en charge de l'installation, mais également du suivi technique du dispositif. Nous n'avons de personnel pénitentiaire réellement disponible que sur Tahiti, il se déplace sur Moorea bien entendu. Sur Rayatea, ce sont les personnels du centre pénitentiaire qui ont pu être formés, mais ce ne sont pas les agents du pôle surveillance électronique. Et la question se posait il y a encore quelques temps sur les Marquises, mais là on avait plus un problème de réseau. J'ai de temps en temps échangé avec le juge de la section détachée des Marquises. On a encore du mal à faire fonctionner API aux Marquises. C'est une réalité. Alors la surveillance électronique, elle peut, donc je l'ai dit, elle peut être développée, elle s'est développée beaucoup en Polynésie française. 2019-2020, on était sur une 50aine de mesures en flux. 2021, on a commencé à augmenter un peu plus, 80 mesures en moyenne. Et puis, actuellement, on est plutôt sur du 120 mesures. Donc, l'activité du pôle surveillance électronique est quand même assez importante. Donc, on peut effectivement mettre en place des aménagements et des alternatives. Il faut noter que, comme l'a dit Monsieur le procureur général, nous sommes aussi dépendants du tissu local et du statut local d'autonomie. J'ai brossé schématiquement la possibilité technique de surveillance électronique, mais il est important aussi au soutien des aménagements de peine notamment, de pouvoir parler de l'ensemble des dispositifs d'insertion. Ce n'était pas anodin si je vous ai fait ce rappel de texte qui dit que clairement le SPIP n'est pas seul face à ce défi. Statut d'autonomie qui fait que la santé, le logement, l'insertion professionnelle, les différentes aides sociales aux familles relèvent de la compétence du territoire, du gouvernement polynésien. Et il nous appartient de faire converger nos problématiques et nos objectifs. Lorsque je suis arrivée sur ce poste, ça fait 2 ans et demi maintenant, j'ai parfois eu comme réponse que, étant donné que c'était des personnes suivies par la justice, à la fois détenues, mais également personnes suivies en milieu ouvert, eh bien, s'il y avait un besoin spécifique, c'était peut-être à moi de financer, notamment des soignants. C'était assez surprenant quand on vient de métropole. Mais c'est une réalité.
J'entends plus du tout ce discours depuis, et effectivement, je note quand même, et c'est pour ce qui me concerne, quelque chose de très positif sur le sujet qui nous réunit depuis hier, c'est que le discours et les échanges se font entre les services de l'État et les différents ministères. Parce que nous parlons bien de Polynésiens. Polynésiens détenus, Polynésiens suivis par la justice, mais Polynésiens quand même. Et le fait d'être frappé par une mesure judiciaire, que ce soit une mesure de détention ou une autre mesure, ne retire pas la qualité de citoyen polynésien. Donc effectivement, on a des enjeux communs sur la préparation à la sortie, le retour à la vie libre et la prévention de la récidive. Alors, il y a des choses qu'on arrive à mettre en place et qui évoluent favorablement. Il y a des choses qui sont encore un peu complexes. On a pu échanger à de nombreuses reprises, tant avec Madame la vice-présidente en charge de l'application des peines que Monsieur le procureur général, de la difficulté, par exemple, de l'indemnisation des victimes en Polynésie française. Alors, pourquoi je vous en parle dans le cadre des aménagements de peine et des alternatives à l'incarcération? Parce qu'on prend en considération l'intérêt des victimes dans ces deux cas. Et l'indemnisation des victimes peut faire partie des obligations imposées aux justiciables. Nous parlons en francs polynésiens et non en euros. Malgré de nombreuses démarches, et je regarde l'autorité judiciaire puisqu'ils en ont fait aussi, de la page également, du SPIP également, nous n'avons pas de correspondant identifié du fonds de garantie. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas. La personne polynésienne qui doit se mettre en rapport, donc le condamné qui doit se mettre en rapport avec le fonds de garantie, doit le faire en horaire inversé, c'est-à-dire en horaire de nuit, à un prix d'appel défiant toute concurrence, et avec une compréhension assez limitée dans les échanges. Donc nous avons tous milité pour essayer d'améliorer cette situation, mais force est de constater que depuis plusieurs années, on n'arrive pas à aboutir. Ça peut être encore un frein à régler. Par contre, certains freins ont pu être levés, notamment, c'est pas encore parfait, hein, mais dans le cadre des obligations de soins et de la prise en charge sanitaire qui relève là aussi du territoire, la réalité locale fait qu'il n'y a pas assez de médecins, notamment psychiatres et psychologues en secteur public, pour prendre en charge l'intégralité des obligations de soins. Donc c'est une problématique. Et effectivement, avec les sujets majeurs qui nous concernent, en l'occurrence les violences et les addictions, on se trouve en proie à des difficultés d'orientation. Lorsqu'on vient de métropole, un conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, il va orienter sur un CMP et il ne se pose pas la question. Ici, on doit faire un travail effectivement préalable d'adhésion sur le soin. On doit privilégier certaines personnes plus que d'autres afin de ne pas engorger les services médicaux. Mais ceci dit, à force d'échanges, on a réussi à protocoliser un certain nombre de fonctionnements. Et effectivement, que ce soit avec le centre de prévention, le CPSA au niveau des addictions, mais également avec le CHPF, on n'a plus trop de difficultés à orienter les personnes. Et puis, on a pu aussi définir certains partenariats qui nous permettent aussi de financer certains soins. C'est pas encore parfait et ça méritera d'être repris. Une alternative à l'incarcération, ça peut être aussi le travail d'intérêt général, qui est très développé sur la Polynésie française, et c'est une mesure qui marche plutôt bien. Elle marche plutôt bien parce qu'elle fait sens. Elle fait sens dans le fait de réparer sa faute en travaillant au profit de la collectivité. Là aussi, on avait un petit sujet. Alors j'ai souvenir qu'un ancien DESPIP qui était présent dans la salle, je ne sais plus où il est, mais évoquait une difficulté avec la CPS. Ça a pris du temps, mais cette difficulté est levée. Les tigistes sont désormais immatriculés à la CPS pour le risque maladie, accident de travail. Mais c'est ça aussi la réalité polynésienne des alternatives à l'incarcération et des aménagements de peine. Couvrir les personnes qui vont travailler au profit de la collectivité en réparation de leur peine. Donc c'est une mesure qui marche plutôt bien. On est sur... je recherche mes chiffres que j'ai perdus.
vous m'en excuserez, mais on est grosso modo sur 18% des mesures de milieu ouvert sur Papeete, donc Tahiti, et puis sur une vingtaine de pourcents sur Raiatea. Les alternatives à l'incarcération, ça passe aussi par toute une procédure d'enquête. Je l'ai indiqué, nous sommes là aussi pour l'aide à la décision de justice. Une particularité du territoire, c'est que nous n'avons pas d'association qui prend en charge, je regarde lourdement certains représentants associatifs, prennent en charge les permanences d'orientation pénale, comme ça se fait sur d'autres territoires métropolitains. Donc le SPIP est à la manœuvre, semaine, week-end compris, pour effectivement effectuer ces enquêtes sociales rapides qui concernent près de 430 saisines par an, 35 enquêtes par mois. C'est beaucoup, ça prend beaucoup de temps, mais effectivement, on peut éclairer le magistrat sur des propositions d'aménagement de peine ab initio, sur des propositions de peine de sursis probatoire ou de travail d'intérêt général lorsqu'on peut effectivement éviter l'incarcération. Les aménagements de peine, c'est milieu ouvert ou milieu fermé. Une personne qui est condamnée à une peine d'emprisonnement peut faire l'objet d'un aménagement de peine avant même de mettre les pieds en détention, et peut-être qu'elle y mettra jamais. Donc c'est ce qu'on appelle le 723-15 dans notre jargon. Là aussi, beaucoup de saisines. Pour vous donner un chiffre, au jour d'aujourd'hui, on a un peu plus de 150 dossiers en cours de traitement. Je ne vous parle pas du flux. Les aménagements de peine, c'est bien sûr le milieu fermé, donc la préparation de la sortie de détention. Mais là, je laisserai Madame de Cattelan détailler ces différentes mesures. Ce que je peux vous dire au niveau de la charge de travail que ça implique pour le SPIP, c'est toute la phase de préparation au travers de la recherche d'un projet de réinsertion. Le projet de réinsertion, il repose sur des piliers que je vous ai indiqués en début de mon intervention, qui ne dépendaient pas que de l'État français, mais qui dépendaient aussi du gouvernement polynésien. Typiquement, le logement, l'insertion professionnelle sont ces deux piliers, et parfois, effectivement, on a quelques difficultés. Mais pas toujours. Parfois, on peut avoir aussi un logement, mais qui n'est pas tout à fait adapté. Parce que la réalité aussi, c'est que plusieurs personnes, et parfois trop de personnes, vivent au domicile pour, par exemple, tenir une mesure de DSE sur un temps un peu long. Voilà. Donc, c'est des choses aussi qu'on doit aller investiguer. On a fort heureusement pu développer des partenariats en la matière, notamment sur l'insertion professionnelle, grâce à une association qui s'appelle l'AECD, qui intervient dans le cadre. En métropole, on connaît déjà ce dispositif, mais on a fait une déclinaison locale de ce dispositif de PPAIP, de programme personnalisé d'accompagnement vers l'insertion professionnelle. Et effectivement, c'est un dispositif qui fonctionne bien, mais il mériterait d'être peut-être un peu plus associé avec l'institution qui est le CEFI, qui est le pôle emploi local, puisqu'effectivement, en Polynésie française, nous n'avons ni pôle emploi, ni mission locale. Donc nous avons pu adapter notre pratique sur l'insertion pro, mais ça mérite encore d'être étayé, mais je sais que ça le sera. Que vous dire d'autre sur la pratique du SPIP par rapport à la préparation à la sortie? J'ai noté ce matin l'intérêt et les différents programmes qui ont été développés sur le centre de détention de Papeari, qui effectivement dispose d'une structure bâtimentaire qui permet de développer ce type d'action. Je voulais quand même mettre l'accent sur le rôle du SPIP en la matière, et qui a toujours participé aux différents programmes. Je sais que mon collègue chef d'établissement n'en a pas parlé, mais parce que tout se passe plutôt bien entre nos services, donc le SPIP est intégré à l'établissement. Mais nous avons participé dès le départ au pilotage du programme classe, au module de respect, etc. Et je tiens quand même à signaler, parce qu'on a parlé aussi loisirs, culture, et c'est quelque chose sur lequel je suis attachée.
on a une coordinatrice socioculturelle d'une grande qualité qui monte des projets, qui va rechercher des financements. Et je peux vous assurer que la gageure n'est pas toujours simple parce qu'on est sur des cofinancements bien spécifiques entre État et pays pour monter des projets, notamment en lien avec les addictions et les violences. Des programmes qui sont à destination des personnes détenues, très axés depuis un an sur la communication non violente et les différents outils que les personnes détenues peuvent développer afin de pouvoir se maîtriser. Voilà. Donc ça, c'était ce petit focus, mais il est important parce que c'est aussi pendant cette détention que les projets d'aménagement de peine se préparent. Alors, bien entendu, il y a encore quelques freins. Certains intervenants l'ont évoqué, je sais que Madame de Cattelan l'évoquera également. On a deux problématiques un peu aux antipodes. Nous avons les courtes peines et nous avons les longues peines. Les courtes peines, Damien Pelaine l'a rappelé ce matin, sur Noutania, c'est un reliquat de peine à peu près de 6 mois. Et puis, compte tenu des nécessités de la détention, un départ vers le centre de détention de Papéari afin de préserver les conditions dignes de détention. Mais en 6 mois, il n'est pas toujours facile de pouvoir préparer un projet de sortie. En tout cas, il y a des choses qui doivent se jouer entre les deux établissements et les deux équipes du SPIP pour pouvoir commencer un certain travail au centre pénitentiaire de Fa et le terminer au centre de détention de Papéari. Parfois, effectivement, on peut perdre des personnes dans ce petit laps de temps parce que c'est à peine commencé, le travail avec le CPIP est à peine commencé que la personne part en transfert. À l'opposé, nous avons donc effectivement les longues peines. On a évoqué hier notamment l'absence de CNE et des détenus polynésiens qui effectivement ont un peu peur de partir en métropole parce que la rupture familiale, parce que la peur d'y rester trop longtemps et de ne pas revenir, mais ça bloque une partie des projets légalement, hein, ça bloque légalement une partie des projets d'aménagement de peine qu'on pourrait monter pour des longues peines. Et c'est vrai qu'il y a une partie de la population pénale de Papéari qui se retrouve quand même assez isolée socialement, rupture familiale, pour laquelle on a beaucoup de mal à préparer des projets. Quelques chiffres sur les différents aménagements de peine au jour d'aujourd'hui. À peu près 120 DDSE en cours, 33 libérations conditionnelles, 7 semi-libertés. Nous avons déjà noté qu'il n'y avait pas de quartier semi-liberté à Papéari, un seul quartier de semi-liberté à Noutania. Il n'y en a pas plus d'ailleurs à Raiatea, ce qui peut limiter le champ des possibles, alors même que sur Raiatea, nous avons par exemple un CFPA qui peut proposer des formations et en placement extérieur, 4. Ça peut paraître faible, mais rapporté au nombre de personnes détenues, effectivement, on a quand même un taux intéressant, en tout cas sur la DDSE. S'agissant des freins à la préparation à la sortie dans le cadre d'un aménagement de peine, ce qui m'est remonté par l'ensemble des CPIP, c'est effectivement ce qu'on a pu évoquer hier au travers de la barrière de la langue, mais pas que, la dimension culturelle également. On peut noter que la population polynésienne, en tout cas celle qui se retrouve derrière les barreaux, reconnaît assez aisément les faits commis et la faute, la réprobation qui va avec d'ailleurs. Pour les professionnels que nous sommes, c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'après arrive très vite le pardon. En fait, lorsqu'on a reconnu les faits, on est pardonné. On se pardonne soi-même d'ailleurs, mais avant d'aller vers le pardon, il faut aussi travailler sur qu'est-ce qui a fait que j'ai commis ces faits et comment je peux éviter de les recommettre. Alors, dans le parcours, je me souviens de la première fois où j'ai visité le centre pénitentiaire de Noutania. On m'a expliqué cette notion de pardon, cette reconnaissance des faits, et puis la notion qui dit
ici, on porte sa peine. Alors, on porte sa peine parce qu'on est un haïto, on est quelqu'un d'assez fort, etc. Mais je crois qu'en fait, en décodant un petit peu tout ça avec 2 ans et demi de recul, il y a aussi un phénomène de honte de réaborder les faits. Certains CPIP ont pu me dire aussi qu'un débat contradictoire, ce que nous, on perçoit peut-être pas en tant que professionnels de la justice, pouvait être une épreuve, une réelle épreuve, et parfois, ils préfèrent ne pas y passer. Donc, ce qui peut aussi limiter le champ des possibles en termes d'aménagement de peine. Parce que certains vont préférer aller jusqu'à leur fin de peine, ne pas revivre la problématique des faits pour lesquels ils ont été commis, et effectivement, par sortir avec le pardon. Sauf que nous, au niveau SPIP, on n'aura pas pu travailler tout ce qui est prévention de la récidive, et c'est un petit peu la gageure. Une petite difficulté sur la préparation à la sortie, c'est la pratique de la LSC. Alors je sais qu'on n'est pas toujours raccord avec les juges d'application des peines sur ce point, mais la libération sous contrainte, dans ses différentes versions, puisqu'on a la version actuelle qui date de 2019, la prochaine qui arrive en 2023, la LSC sera en principe de plein droit. Voilà. Donc on est encore en frein, en difficulté par rapport à certaines exigences. Alors les exigences matérielles, elles sont pas difficiles. Si on n'a pas la possibilité de proposer un hébergement à l'extérieur, dont acte. Mais parfois, effectivement, on a d'autres freins et la LSC, je trouve, est de moins en moins proposée et de moins en moins prononcée, ce qui, moi, me pose problème. En conclusion, et je tiens quand même à reprendre l'ensemble des propos qui ont été partagés dans cette enceinte. Nous sommes tous, au niveau du ministère de la Justice, comptables de la dignité au travers de la façon dont nous accompagnons les personnes placées sous main de justice, détenues, mais également les personnes suivies en milieu ouvert. La responsabilité de cette insertion ou réinsertion ne peut pas reposer sur le seul SPIP, mais doit être partagée également avec les établissements pénitentiaires, les magistrats, les différentes autorités et surtout la société civile. Dans l'histoire de ce service, que je ne connaîtrai qu'un temps, je peux noter que la persévérance de certains, qui a été associée à un intérêt mutuel pour la personne qui nous est confiée, la personne, le justiciable, la personne placée sous main de justice, on peut l'appeler comme on veut, nous a permis de faire aboutir certains projets, parfois longtemps après. Donc, j'avais noté l'immatriculation à la CPS des tigistes quand même en 2017. C'était pas rien, parce qu'effectivement, pendant des années, ça n'a pas existé, qui a été étendue aux mineurs en 2020 pour la couverture sociale du risque accident de travail et maladie professionnelle. Plus récemment, et ça date de cette semaine, après beaucoup de discussions, nous avons trouvé un point d'accord avec la CPS et le CHPF concernant les droits des personnes détenues lorsqu'elles sortent de détention de façon temporaire ou définitive, puisque un peu de façon inversée à la métropole, lorsqu'on rentre en détention en Polynésie française, on perd ses droits à la CPS et on est pris en charge au niveau des soins par l'établissement pénitentiaire. Donc lorsque l'on ressort, il faut retrouver des droits. Ça n'allait pas forcément de soi et jusqu'à présent, on n'avait pas réussi à anticiper pour la sortie qui peut être préparée pour les personnes les plus fragiles. Mais c'est le cas maintenant et on va aller vers l'écriture d'une fiche procédure assez rapidement. Mais également pour toutes les sorties temporaires, on a eu cet épisode Covid où parfois des personnes se sont vues être redevables de frais de santé faramineux. Une journée en soins hospitaliers d'urgence, c'est 800 000 francs. Vous imaginez, compte tenu de la précarité de nos publics, l'impossibilité de payer ce type de dette. Mais voilà, nous avons avancé.
Je tiens à souligner également que nous peinons à avoir des dispositifs de placement extérieur tels qu'on les connaît en métropole, avec un hébergement, un accompagnement social, un accompagnement socio-professionnel ou sanitaire. Là aussi, certains partenaires associatifs se sont positionnés, certains depuis très longtemps, mais ça ne s'improvise pas de travailler sur ces thématiques-là. On a pu faire aboutir l'année passée un projet, certes, qui n'est pas parfait, mais qui a le mérite d'exister. Il n'est pas parfait, pourquoi? Parce qu'il manque la partie hébergement et parce qu'il n'est pas pérenne sur l'année. Mais quand même, sur 4 mois, nous avons pu proposer une formation apicole-agricole avec une association qui s'appelle Tamari Nutania dans le cadre d'une mesure de placement extérieur. Nous sommes également en pourparlers avec l'association Emmaühta pour développer dans le cadre des foyers Le Bon Samaritain, la Samaritaine, des places de placement extérieur avec un hébergement mais aussi un accompagnement social. Et puis, c'était un peu les propos d'ouverture des beaux projets qui s'annoncent en 2022. Et là, je regarde un peu plus haut, avec l'annonce qui avait été faite par Madame la ministre du Travail, des Solidarités et de la Formation, de la présentation prochaine d'un schéma d'insertion sociale devant l'Assemblée de Polynésie, basé sur la promulgation d'une loi pays qui date du 24 décembre, c'était Noël 2021, sur l'insertion par l'activité économique. Là aussi, on avait tout un champ de l'insertion qui était assez peu investi. Mais je suis assez confiante sur l'aboutissement des projets en la matière et je vois qu'on me fait oui de la tête. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention qui explicite un certain nombre de spécificités locales pour pouvoir promouvoir certaines alternatives. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Madame Elisabeth de Castellan, Madame la vice-présidente, juge d'application des peines, et qui va nous parler de son point de vue de magistrat de peut-être des difficultés de prononcer certains aménagements. Oui, donc je suis l'un des 3 magistrats d'application peine, compétente sur Tahiti, Moorea, les îles Sudan et l'île des Tuamotu Gambier. Deux des collègues des sections détachées de Raiatea et de Nukuiva sont compétentes pour l'application des peines sur leur ressources, pour Raiatea sur l'île de Soulban et pour mon collègue sur les civils habités des Marques. Juste avant d'entrer dans le sujet, je travaille évidemment principalement avec les peines, avec les directeurs des établissements pénitentiaires, car certaines de mes décisions sont prises après un rapport du service de l'application des peines et les avis détaillés des directeurs des établissements pénitentiaires, et également avec l'association des victimes qui, elle aussi, m'éclaire dans mes décisions. Voilà, donc présenter un petit peu juste les personnes avec qui je travaille. Je vais arriver à ce qui m'a été demandé de présenter, c'est-à-dire les alternatives à l'emprisonnement et à l'aménagement des peines. Alors, je vais d'abord juste rappeler les principes directeurs de l'action du juge de l'application des peines, qui ont déjà été rappelés, qui sont contenus dans le fameux article 707 du Code de procédure pénale, et qui sont de mettre à exécution des peines de façon effective et dans les meilleurs délais, étant précisé que depuis la loi pénitentiaire de 2009, l'aménagement de la peine privative de liberté est devenu le mode d'exécution de principe. Le refus d'aménagement doit être l'exception. Donc, le second objectif, c'est favoriser l'insertion et les réinsertions des condamnés. Le troisième, adapter le régime de l'exécution
de la peine à l'évolution de la situation et de la personnalité du condamné sur la base d'évaluations régulières. Permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans autre forme de suivi judiciaire. Et enfin, respecter le droit des victimes. Alors, je parlerai de deux points principaux. C'est les aménagements des peines d'emprisonnement prononcées sans mandat de dépôt et le désaménagement de peine des personnes, des condamnés incarcérés. Depuis la loi du 23 mars 2019, le seuil d'emprisonnement ferme pour aménager la peine est de 1 an tous les faits commis après le 24 mars 2020. Auparavant, ce seuil était de 2 ans, sauf pour les récidivistes pour lesquels le seuil est de 1 an. Il est quand même à noter que sur ce point-là, la loi est plus sévère, qu'elle diminue le seuil de l'aménagement possible des peines. Alors, ces aménagements interviennent à 2 niveaux. Soit il est prononcé par le tribunal correctionnel, soit il est prononcé par le juge. Alors, le principe, c'est que le tribunal correctionnel doit en principe aménager ab initio les peines d'emprisonnement ferme entre 1 mois et 1 an. Si la peine est inférieure à 6 mois, la juridiction doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement de la peine. Si la peine est comprise entre 6 mois et 1 an, si la peine est comprise entre 6 mois et 1 an, si la rédaction est un peu moins impérative, elle indique toutefois que la juridiction doit aménager la peine d'emprisonnement si la personnalité et la situation de la personne du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Donc, lorsque le tribunal aménage ab initio, il doit préciser la nature de l'aménagement. Et c'est ensuite au juge de l'application des peines de fixer les modalités. Toutefois, la Cour de cassation, dans des arrêts du 11 mai 2021, est allée encore plus loin. Elle est venue dire que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure adaptée. Et elle indique que si la personnalité du condamné ou s'il n'existe aucune impossibilité matérielle qui empêche l'aménagement, il appartient au juge d'ordonner expressément dans son principe l'aménagement et de déterminer la forme de cet aménagement s'il a les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu à l'audience ou, dans le cas inverse, il doit ordonner la convocation devant le juge d'application des peines. Donc, en réalité, la Cour de cassation est venue dire que dès lors qu'il n'y a pas d'impossibilité à l'aménagement de peine, si le juge n'a pas la possibilité, n'est pas les éléments pour dire quelle mesure, il doit dire la peine va être aménagée et ensuite il renvoie au juge de l'application des peines sur la mesure d'aménagement. Donc ça, c'est le tribunal correctionnel, l'aménagement de peine prononcé par le tribunal correctionnel. Donc en principe, le tribunal fixe la mesure d'aménagement et renvoie au juge de l'application des peines les conditions de cet aménagement. Le deuxième point, c'est lorsque le tribunal n'a pas prononcé d'aménagement ab initio. Il a prononcé la peine ferme et une peine ferme qui est égale ou inférieure à 1 an. Et à ce moment-là, le condamné, lorsqu'il est présent à l'audience, va recevoir une convocation pour se présenter devant le juge de l'application des peines. C'est ce dont Mme Meunier parlait en évoquant la procédure de l'article 723-15. Là encore, je rappelle, le seuil des peines aménageables est de 1 an, tous les faits commis après le 24 mars de 2020. Donc, si le condamné est libre, priorité doit être donnée à l'exécution aménagée de sa peine. Depuis la loi du 23 mars 2019, l'article 723-15 indique que l'aménagement des peines de moins de 6 mois est obligatoire, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent les aménagements impossibles. Donc, il y a toujours cette appréciation de l'aménagement impossible qui fait que le juge de l'application des peines conserve la possibilité ou non d'accorder l'aménagement ou la conversion dans l'hypothèse où justement cela est impossible. Le champ d'application, c'est toutes les peines d'emprisonnement ferme égales ou inférieures à 1 an pour tous les condamnés non incarcérés à l'issue d'audience ou sans mandat de dépôt différé
et non incarcéré au moment de la décision. Donc en réalité, ça s'applique à toutes les condamnés qui ne vont pas être mis en détention, soit qu'ils le sont déjà ou qu'ils vont l'être ou qu'ils vont l'être. Lorsque la durée de la détention elle est aussi applicable pour les condamnés qui ont déjà été en détention provisoire, mais qui se trouvent à devoir exécuter un reliquat de peine qui est inférieur ou égal à 1 an, quel que soit le quantum prononcé. Donc, la procédure est assez simple. Donc, s'il est présent à l'audience, le juge est convoqué la juridiction lui donne une date de convocation devant le juge de l'application des peines, et s'il n'est pas présent, le procureur de la République informe le juge de l'application des peines, qui devra alors convoquer l'intéressé. Alors, si le condamné se présente devant le juge, celui-ci peut décider de l'aménagement, soit fixer une date d'incarcération, si le condamné ne souhaite pas d'aménagement, soit saisir le service pénitentiaire et de probation pour enquête, si le juge estime ne pas disposer d'éléments pour ordonner cet aménagement. Lorsque le service pénitentiaire est saisi, il a pour mission d'étudier les mesures envisagées par le juge et de proposer éventuellement des mesures de conversion et ou d'aménagement qui lui paraissent les plus appropriées. Il est ainsi amené à faire un bilan de la situation du condamné, ce qui rendra ensuite une prise en charge avec des objectifs d'insertion déjà cités. Une fois que le rapport du service pénitentiaire a été reçu par le juge, celui-ci peut prendre sa décision sur l'aménagement sans débat contradictoire si le condamné et le procureur ont donné préalablement leur accord. Oui, je rebondis sur ce que j'ai dit en tout début en disant que bien évidemment le procureur de la République intervient dans toutes les décisions d'aménagement par ses réquisitions. Donc, si le condamné, donc une fois que le juge a le rapport du service pénitentiaire, il peut statuer donc sans débat contradictoire si le condamné et le procureur ont donné leur accord et si la mesure est une mesure d'aménagement. Dans les autres cas, il statue selon la procédure de débat contradictoire en présence du condamné, de son avocat et du ministère public. Si le condamné ne se présente pas, le juge de l'application des peines retourne le dossier au procureur de la République. Alors, quelles sont les mesures que le juge de l'application des peines peut prendre pour aménager ces peines ab initio? Eh bien, c'est la semi-liberté. Donc, nous avons le centre de semi-liberté de Noutania, hein, qui a d'ailleurs pendant l'année dernière, il y a eu une petite période à cause des travaux justement pour la maison d'arrêt des femmes a été un peu bloquée. Donc, on a dû à ce moment-là limiter un peu les mesures de semi-liberté, encore que vous avez été très souple, que vous avez pu permettre la poursuite de mesures avec accommodement. Mais maintenant, il y a quand même un certain nombre de mesures, je les reverrai tout à l'heure, assez importantes. Il y a les placements extérieurs, la détention à domicile sous surveillance électronique, la suspension ou le fractionnement de peine, la libération conditionnelle, lorsque les conditions sont respectées dans le délai d'exécution de la peine. Il y a la libération conditionnelle parentale et la libération conditionnelle des personnes de plus de 70 ans. Et donc, c'est ce qu'on appelle les mesures d'aménagement. Et puis, il y a quelque chose qu'on appelle les conversions. Les conversions en travail d'intérêt général, en jour-amende, en peine de détention à domicile, en sursis probatoire reporté, avec tout cela, c'est pour les peines qui ont 6 mois au plus. Alors, juste un mot pour les conversions, c'est un peu complexe. Le législateur considère qu'on parle de conversion lorsqu'on change la peine d'emprisonnement en une peine d'une autre nature. Alors, la détention peine est une innovation de la loi du 23 mars 2019. Elle est sans écho, il n'y a pas de réduction supplémentaire, pas de possibilité donc d'évasion, mais en pratique, c'est assez difficile de la différencier de l'aménagement de peine de détention à domicile. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a les aménagements de peine pour les peines qui sont à 6 mois ou plus, et ensuite 6 mois et 1 an. Quand on va vers les aménagements de peine de 6 mois et 1 an, on a un peu moins de choix d'aménagement. Toutes ces mesures sont ensuite suivies par le SPIP, sauf pour les jours amendes. Encore qu'il y a une petite différence pour justement la Polynésie. Toutes ces mesures, sauf les jours amendes, s'accompagnent, et le travail d'intérêt général, s'accompagnent d'obligations particulières, qui peuvent s'accompagner
d'obligations particulières. Les plus fréquentes sont les obligations de soins, les obligations de travail, les obligations d'indemniser les victimes et les interdictions d'entrer en relation avec la victime. Le juge peut révoquer l'aménagement en cours de mesure s'il y a un non-respect des obligations, et il peut aussi substituer une mesure à une autre si la situation du condamné a changé. Alors pour les statistiques en 2021, sur 304 saisines, alors 2021 et 2021, j'ai fait les 2 dernières années pour pas assommer de chiffres, mais elles sont un peu particulières puisqu'elles ont été marquées par les épisodes Covid. Alors en 2021, il y a eu 304 saisines, il y a eu donc 63 retours au parquet. En général, les retours au parquet, c'est quand la personne ne s'est pas présentée. Soit elle ne s'est pas présentée au premier rendez-vous, quand c'est des jugements où elle n'était pas présente à l'audience, soit elle ne s'est pas présentée parce qu'on a pu viendrait, parce qu'on n'a pas pu la retrouver, ou alors la personne s'est présentée devant le juge, mais ne s'est pas présentée par la suite pour qu'on puisse aménager. Donc les retours parquet s'expliquent en général par la carence de la personne à répondre aux convocations. Dans les jugements rendus, il y en a eu 270, dont 34 rejets et 225 octrois. Dans les jugements de rejet, il faut savoir aussi qu'il y a dans les jugements de rejet, pardon, lorsque les personnes se sont présentées devant le juge, on fait une demande, le juge est saisi, mais il n'est pas, ensuite il a disparu. Il n'a pas pu le retrouver. À ce moment-là, le juge étant saisi, doit rendre une décision constatant que l'aménagement de peine projeté ne peut pas se mettre à exécution puisque la personne n'a pas été, a disparu. Donc dans les 270 personnes, on voit le 34 rejets et 225. Dans ces 225 octrois, la semi-liberté, il y en a 0, et la détention à domicile, il y en a 105, le placement extérieur, 3, la libération conditionnelle, 3, la libération conditionnelle parentale, 6, le sursis-tige, 12, et le travail d'intérêt général, 15. Alors en 2020, il y avait 234 saisines, dont 34 retours parquet, les jugements rendus 170 jugements, dont 130 octrois et 40 rejets. Il y avait alors placement extérieur 0. À l'époque, il y avait encore des placements d'expérience électronique et des détentions à domicile 21. Placement extérieur 15. Libération conditionnelle 14. Libération conditionnelle parentale 3. Jour amende 12. Et travail d'intérêt général 10. Travail d'intérêt général 11. Enfin, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on voit bien que dans la jurisprudence des juges de l'application des peines, les aménagements admonitiaux, l'aménagement et la une très large mesure. Alors les spécificités de ces aménagements de peine sur le territoire, c'est le courrier et les convocations. Il faut savoir que la Poste ne distribue que de manière aléatoire le courrier en Polynésie et que si on n'a pas d'adresse postale ou d'adresse email, il y a peu de chances que le courrier il n'y a pas d'adresse postale, il y a peu de chances que le courrier soit distribué. Alors, nous avons d'ailleurs, avec également l'aide de Monsieur le procureur général, obtenu que la gendarmerie continue à nous apporter son concours dans la distribution des convocations, et elle en fait 30 par mois, qui nous permet de pouvoir convoquer les condamnés, voilà, de pouvoir convoquer les condamnés à nos audiences de débats contradictoires dans les aménagements de peine notamment, mais nous n'avons pas que les aménagements. Donc c'est quand même une vraie difficulté et quelquefois on est obligé de renvoyer le dossier au procureur de la République parce qu'on n'a pas pu. La détention à domicile, c'est une mesure qui est uniquement, comme l'a dit applicable à Tahiti, Moorea et Raiatea, car elle suppose que les agents d'administration judiciaire puissent techniquement rapidement sur le matériel. Donc le placement extérieur est une mesure qui permet de placer dans des structures agréées par l'État des personnes sous main de justice, des structures ayant un rôle à la fois d'accueil et d'accompagnement des personnes condamnées. Et en fait, nous n'avons qu'une seule structure sur le territoire, c'est le Bon Samaritain, qui par ailleurs est déjà très sollicité, notamment pour tous les sortants de détention sans hébergement. C'est une mesure d'aménagement que nous n'avons pratiquement pas sur le territoire. Alors, ce qu'on a fait pour pallier l'absence de bracelet, de possibilité de bracelet dans certains endroits encore du Tahiti, et surtout des autres îles, c'est le placement extérieur. C'est le placement extérieur à domicile.
qui en fait n'a pas véritablement qui est tel qu'il est utilisé, est un peu contre la loi, puisque on va utiliser le placement extérieur comme solution à l'impossibilité des passes électroniques. Il n'y a plus de restriction de liberté, si ce n'est celle d'être domicilié à un endroit indiqué, et seules vont se situer les obligations et les interdictions et l'accompagnement par le service pénitentiaire. Et c'est souvent la seule possibilité d'aménagement que nous avons pour les peines entre 6 mois et 1 an dans les îles. Dans les îles, la seule patrouille, c'est le placement extérieur à domicile. Il n'y a pas de semi-liberté possible, pas de détention, pas de bracelet électrique, ou alors ce serait de ramener. Il n'y a pas de semi-liberté puisque les lieux de détention, c'est que voilà. Donc c'est ce recours au placement extérieur à domicile qui est une particularité quand même d'aménagement de peine en milieu ouvert. Alors il y a également la libération conditionnelle parentale et la libération des personnes des plus de 70 ans. C'est aussi une mesure qui est utilisée souvent pour pallier le défaut de bracelet électronique. Le seul fait d'être père de famille n'ouvre pas systématiquement droit à la libération conditionnelle parentale. Le juge d'application des peines est exigeant là-dessus. Ils exigent que véritablement la présence du père soit absolument indispensable pour la sécurité de l'enfant. Mais dans les îles, c'est vrai que c'est une manière de pouvoir aménager la peine alors qu'il n'y a pas le bracelet. De même pour les personnes. Alors le travail d'intérêt général, c'est un travail, moi je suis d'accord tout à fait avec votre analyse, qui est très développé en Polynésie française, y compris dans les îles éloignées, les municipalités ayant intégré et pris elles-mêmes en main cette main-d'œuvre. Elle est aussi tout à fait acceptée par le tribunal et par la les jours d'amende. En général, une fois prononcé, le juge d'application des peines est dessaisi de l'aménagement il est dessaisi. C'est pas à lui de vérifier que le condamné a payé. Ça doit se passer entre le procureur de parquet et le trésor public. Maintenant, il y a des difficultés très particulières en Polynésie qui font qu'en réalité, c'est le juge de l'application des peines qui va se charger de vérifier le paiement. Et c'est à noter que les jours amendes sont le plus souvent exécutés. Alors, sur les aménagements de peine des personnes incarcérées, l'aménagement de l'article, les différents types d'aménagement, la semi-liberté, la détention, le placement extérieur, la libération conditionnelle simple ou précédée d'une mesure probatoire de semi-liberté ou de la libération conditionnelle parentale, la libération conditionnelle de. Alors, je parlerai en première partie de la semi-liberté, de la détention à domicile et du placement extérieur. Alors, les conditions, cet aménagement peut être prononcé ces aménagements peuvent être ordonnés lorsque le reliquat de peine est inférieur à 2 ans. Alors, les conditions de fond, l'article 132-25 du Code pénal, applicable jusqu'au 20 mars 2020, permettait d'accorder la semi-liberté aux condamnés qui justifiaient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi, ou alors qui justifiait de sa participation essentielle à la vie de sa famille, ou qui justifiait de la nécessité de suivre un traitement médical, ou alors d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son application durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion et de réinsertion. Alors, la loi du 23 mars 2019, applicable à compter du 24 mars 2020, a abrogé les dispositions de l'article 132-25 du Code pénal, induisant qu'il convenait de se référer uniquement aux critères généraux de l'article 707 du Code de procédure pénale pour le prononcé d'une semi-liberté, c'est-à-dire préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne, afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles d'intérêt de la société et d'éviter le renouvellement de nouvelles infractions. Mais un nouveau décret du 3 mars 2020 a créé un nouvel article D119 du Code de procédure pénale, réintroduisant des critères plus restrictifs pour le prononcé des aménagements de peine sous écoute. Dans les cas prévus aux articles 123 et 123.7, les mesures d'aménagement de la peine sous le régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peuvent être ordonnées par le juge de l'application des peines conformément au
regard de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, et c'est là où la nouveauté, et notamment lorsque cet aménagement est justifié pour permettre à celle-ci d'exercer une activité professionnelle, même temporaire, de suivre un stage, un enseignement ou une formation professionnelle ou de rechercher un emploi, de participer à la vie de famille, de suivre un traitement médical ou d'assurer sa réadaptation sociale du fait de son implication dans tout autre projet d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. Il faut bien reconnaître que c'est quand même un peu compliqué et qu'il semblerait que le législateur a de nouveau réintroduit un projet d'insertion pour bénéficier, en tout cas, l'a de nouveau évoqué dans le cadre de pour que l'on puisse ordonner une de ces trois mesures. Alors, je parlerai dans la deuxième le deuxième des grandes mesures d'aménagement de peine, c'est la libération conditionnelle. C'est la mesure la plus ancienne d'individualisation, qui existe depuis la loi du 14 août 1885. Alors, les conditions essentielles, c'est la durée de la peine accomplie. Alors, pour les condamnations de peine à temps, il faut avoir exécuté la moitié de sa peine. La durée à prendre en compte pour le calcul du temps d'épreuve et non pas celle de la durée prononcée, comme avant 1972, et bien celle de la peine à subir effectivement en tenant compte des diverses remises de peine intervenues. Pour les réclusions criminelles à perpétuité, selon la date des infractions et l'état ou non de récidive, on peut prétendre à la libération conditionnelle si on a acquis entre soit 15, soit 18, soit 22 ans. Donc, il y a des conditions concernant la durée de la peine acquis. Maintenant, ce sont les conditions qui sont particulières à certaines peines. Lorsque la peine est assortie d'une période de sûreté, il faut avoir terminé la période de sûreté. Lorsque la peine, il faut avoir terminé sa période de sûreté pour pouvoir prétendre à tout aménagement de peine, d'ailleurs, a fortiori pour une libération. Également, pour certaines longues peines, vous en avez parlé, c'est la nécessité d'une évaluation de la dangerosité par un centre d'évaluation national. C'est notamment tous les condamnés à la peine de réclusion à perpétuité ou à une peine de réclusion égale ou supérieure à 15 ans pour une infraction pour laquelle le service judiciaire est encouru. Donc, c'est les atteintes volontaires à la vie, le viol, certaines violences aggravées, les actes de terrorisme, ou alors à une peine égale ou supérieure à 15 ans pour une infraction mentionnée à l'article 5315 du Code de procédure pénale. Et il n'y a pas de centre d'évaluation, il n'y a pas de centre national d'évaluation de la dangerosité. Le projet d'insertion, donc il faut donc avoir ces conditions particulières. Et la troisième condition, c'est le projet d'insertion. La libération conditionnelle est ouverte pour les condamnés qui justifient de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire, ou de l'assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle, de leur participation essentielle à la vie de famille, ou de la nécessité de suivre un traitement médical ou de ses efforts en vue d'indemniser les victimes, de son application dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. Alors, pour l'ensemble de ces mesures d'aménagement, le condamné a des obligations générales et des obligations particulières qui sont donc applicables à la plupart qui sont des mesures prévues aux articles 132-44 et 132-45 du Code pénal. La libération conditionnelle peut être précédée d'une mesure de semi-liberté probatoire ou d'une détention à domicile probatoire. Donc, le juge de l'application de peine peut modifier les mesures, les révoquer, et pour les mesures de liberté, de détention à domicile et de placement extérieur, substituer une mesure par une autre en cours de mesure selon l'évolution de la peine. Alors, pour les statistiques, en milieu fermé, en 2021, il y a eu 94 décisions sur 160, il y a eu 94 décisions d'octroi d'aménagement et 167 mesures de rejet. Sur ces 94 mesures d'aménagement, il y a eu 14 de semi-liberté, 49 détentions à domicile, 5 placements extérieurs, 19 libérations conditionnelles, 3 libérations conditionnelles parentales, 3 suspensions de peine,
une réduction de peine, oui, voilà, des réductions de peine conditionnelles, un peu particulier. Donc voilà, donc encore là, dans ces aménagements de peine, le plus important de l'aménagement, c'est représenté par la détention à domicile et par la semi-liberté. En 2020, il y a eu 113 mesures d'octroi et 334 de rejet. Dans ces 113 mesures d'octroi, il y a eu 3 semi-libertés, 32 placements de surveillance électronique, 10 placements extérieurs, 45 libérations et une mesure de surveillance. En 2019, il y a eu 117 octrois et 242 rejets. Il y avait des semi-libertés 15, des placements sous surveillance 30, des placements extérieurs 28, des libérations conditionnelles 1, parentales 1, et voilà. Donc 2010, donc, dans les placements extérieurs, j'indique toutefois qu'à une époque où on considérait le travail effectué à Tatoutou, qui était effectué en dehors des murs de la prison, mais sur le territoire, sur le domaine pénitentiaire, comme un placement extérieur sous surveillance électronique. Puis à la suite, d'un commun accord entre la direction et le juge d'application des peines, on a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une mesure d'aménagement de peine par le juge et que ça redevenait une décision de l'administration pénitentiaire comme une corvée que l'administration pénitentiaire peut elle-même décider. Ce qui peut expliquer qu'il y ait eu une diminution des placements. Alors, quelles sont les particularités de la Polynésie? Alors, pour les courtes peines, donc Madame Meunier en a parlé, hein, je crois que là, il va y avoir effectivement, les transferts extrêmement rapides des courtes peines entre Nutania et Tatoutou rend encore plus difficile la possibilité pour le service pénitentiaire de travailler. Et aussi, peut-être une des difficultés, c'est que ça touche quand même très souvent les jeunes condamnés qui ont des courtes peines et qui sont ainsi transférés rapidement, alors peut-être qu'ils ont engagé une scolarité. Donc effectivement, je trouve que c'est très important pour le respect pour permettre à Nutania de ne pas être surpeuplé, d'avoir ces transferts rapides, mais c'est pas suffisant sur les aménagements de peine de ces condamnés. Pour les longues peines, je dirais que, on l'a vu vous l'avez expliqué, il y a toute une partie des condamnés qui ne peuvent pas être aménagés sans passer devant le centre d'évaluation juridictionnelle et qui ne veulent pas aller en métropole de peur de ne pas revenir, qui peut parfaitement d'ailleurs se comprendre, car tout est effectivement assez différent quand même. En métropole, ils vont être éloignés de leur famille, leur mode de vie va être différent, donc on peut comprendre l'appréhension qu'ils ont de ne pas vouloir aller devant ce centre d'évaluation sans savoir qu'ils ont la certitude de revenir. En 6 ans de fonction, le tribunal d'application des peines qui est compétent pour les peines d'une durée supérieure à 10 ans et les reliquats, lorsque le reliquat est de plus de 3 ans, ne n'est jamais statué sur une demande de libération conditionnelle pour ces longues peines pour lesquelles le reliquat à subir est de plus de 3 ans. Je n'ai jamais vu un condamné qui était passé devant le comité national d'évaluation. Alors Madame l'a aussi souligné, hein, la difficulté qu'il peut y avoir aux aménagements de peine et même aux présentations de projets d'aménagement, de dossiers d'aménagement de peine devant le juge d'application des peines, c'est que pour certains, la préparation pour certains condamnés, la préparation à la sortie est très problématique, tant sur le plan d'hébergement que de la continuité des soins, sans même parler de l'insertion professionnelle. Et pourtant, ce sont les situations qui sont les plus à risque en termes de récidive et c'est aussi les personnalités les plus fragiles qui mériteraient un accompagnement et un soutenu que le SPIP ne peut pas assurer seul et qui ne peut pas être aménagé, que souvent on se trouve dans cette difficulté un minimum de conditions pour remplir un aménagement. Alors, de manière générale, l'aménagement le marché de l'emploi ne facilite pas les projets professionnels. Et d'ailleurs,
salue le travail tout à fait important que les partenaires du site en matière professionnelle et j'allais dire madame. Voilà. Donc, et c'est vrai que vous avez permis des aménagements urbains qui certainement, sans votre intervention, n'auraient pas pu. Mais néanmoins, je pense que le service pénitentiaire a du mal à avoir des partenaires institutionnels et également d'autres partenaires, d'autres partenariats, ce qui effectivement, sans doute, prive un certain nombre de condamnés de pouvoir voir leur demande d'aménagement présentée devant le juge. Alors, il y a également une difficulté qui est, vous l'avez souligné tout à fait, c'est ce que vous dites, c'est les problèmes de la prise en charge médicale et psychologique. Un certain nombre de condamnés ont véritablement besoin d'avoir un suivi, auraient besoin d'avoir un suivi psychiatrique, non, un suivi psychologique, ou alors d'avoir un suivi psychiatrique, notamment sur des problématiques sexuelles. Or, la particularité locale, c'est que la psychiatrie hospitalière ne prend en charge que les maladies psychiatriques et pas les troubles de la personnalité, et que la prise en charge psychologique gratuite n'existe pas au territoire, et qu'il faut alors avoir un recours à un psychologue payant, ce que ne peuvent pas faire la plupart des gens. Et donc c'est vrai, mais malheureusement ce n'est pas le cas aujourd'hui à Tatutou, qui malheureusement se trouve privé d'un médecin psychiatre depuis maintenant pratiquement 5 mois, mais il fut une époque où le condamné avait un meilleur suivi psychiatrique en détention qu'il n'aurait pu l'avoir à l'extérieur. Ce qui, effectivement, peut aussi, dans ces cas-là, a pu être un frein à l'aménagement de peine, puisque le risque de récidive nécessitant des soins, et ceci ne pouvant pas être placé, la peine se trouve devoir savoir s'il le laisse une exécution, on va le mettre à faire sortir alors qu'il sait qu'il n'aura pas cette possibilité de. Mais je le dis, je suis très inquiète au centre de Tatutou, de cette absence de médecins psychiatres, alors que nombre de condamnés relèvent ont des troubles psychiatriques, lesquels ne peuvent pas être. Alors, je sais qu'il faut s'adapter absolument aux caractéristiques locales, mais néanmoins, je me trouve confrontée à la difficulté de devoir libérer quelqu'un. Si je dois libérer quelqu'un pour un travail exercé illégalement auprès d'un tiers, même si les apparences d'un contrat de travail sont présentées, je ne le ferai pas, parce que j'estime que ce n'est pas une voie d'insertion que d'encourager le travail noir, sauf peut-être des cas très, très à la marge. Malheureusement, on se trouve souvent confronté à cela en tant que juge de l'application des peines, avec des certificats de travail qui sont à l'évidence des certificats de complaisance. Voilà peut-être une difficulté, mais je pense que vous l'avez expliqué, le marché de l'emploi effectivement n'est pas favorable aux aménagements de peine, qui nécessitent quand même, vous l'avez vu, un projet, néanmoins malgré tout, un projet d'insertion. En revanche, il y a quand même dans le territoire des propositions d'emploi CAE, des contrats CAE, contrats d'accès à l'emploi, des contrats aidés d'une durée de 1 an, sans certitude de renouvellement, qui constitue quand même un vrai projet d'insertion. Maintenant, comme je crois que tout à l'heure quelqu'un le soulignait, un trafiquant d'ICE qui a vécu avec des millions d'euros, lorsqu'il va avoir un CAE qui prend, je me pose la question de savoir si véritablement ça va être un gage d'insertion. Néanmoins, s'il me le propose, je le prendrai comme un projet néanmoins de travail. Alors sur les mesures particulières, il y a le placement extérieur. Alors c'est une mesure qui peut prendre plusieurs formes. C'est un peu technique, j'y reviendrai pas. Je voudrais juste souligner. Alors en Polynésie, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'entreprise qui travaille en concession avec un établissement pénitentiaire. Alors il y a quand même l'expérience du travail à la mairie de Faha, qui se fait dans le cadre juridique d'un placement extérieur. Donc une expérience intéressante qui a permis à des condamnés de retrouver, en tout cas de se remettre dans les voies du travail et d'avoir également des CAE. J'aurais pu développer davantage, c'est une expérience intéressante que Noutania a remis sur les rails. Enfin voilà un peu sur l'ensemble de l'aménagement. Je vais m'arrêter là.